vais vous présenter donc Marie-Lucie qui va intervenir pour présenter son conte Lune et peut-être simplement expliquer la pédagogie autour du conte mathématique. Donc elle a un doctorat en mathématiques, mais c'est une artiste aujourd'hui, conteuse en mathématiques. Et puis je vais vous partager son site. C'est à toi, Marie. Bonjour à tous. Merci d'être là en ce moment. Et ben voilà, moi effectivement, comme disait Ouria, je suis conteuse mathématicienne. Donc ma formation, c'est une formation de mathématicienne et mon activité actuelle, c'est une activité de conteuse. Donc j'invente et j'écris et je raconte des contes, mais que des contes mathématiques. Et aujourd'hui, je voudrais vous en présenter. Alors, je ne vais pas vous le raconter parce que si je vous le raconte, ça prend exactement une demi-heure. Et donc, on a le temps de rien faire d'autre. Mais je vais vous présenter rapidement l'histoire et puis vous présenter un petit peu le contenu mathématique et ce qu'on peut faire avec, ce que j'ai essayé de mettre dedans et quelles sont les pistes possibles pour l'exploiter en classe. C'est un peu l'idée. Avant de commencer, je voulais dire deux choses. La première, c'est que vous n'hésitez pas à m'interrompre. Enfin, Ouria, tu m'interromps s'il y a des questions. Moi, je ne surveille pas le chat, donc je ne vais pas répondre aux questions du chat. Donc, Ouria, tu m'interromps s'il y a des questions. Et puis, je ne sais plus quelle était la deuxième chose. C'est pas grave. Peut-être je vais quand même présenter un tout petit peu rapidement mon activité actuelle. Donc, là, en ce moment, je suis conteuse. Donc, en fait, je passe le plus clair de mon temps à intervenir dans des écoles, souvent des écoles primaires et des collèges, pour faire des spectacles de contes. Donc là, voilà, ça c'est le décor. Donc là, je suis en train de raconter un conte. Et puis, ces contes, donc je travaille avec une scénographe et puis des musiciens, donc ces contes sont mis en musique et voilà. Et en fait, à chaque fois, l'idée c'est de partir vraiment d'une notion mathématique, d'un objet, et puis de présenter, de mettre cet objet au centre du conte et d'essayer de raconter une histoire autour de cet objet. Donc, je vous montre un peu très rapidement les autres contes. Il y en a 5. Et donc, il y en a un autour des flexagones, un autour des fractales, et notamment du flocon de corps. Donc, il y a des flocons fractales. Un autour des polyèdres réguliers et un autour des enveloppes de droite. Donc, ces courbes qui sont faites qu'avec des droites. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous parler du 5e qui est Lune. Et en fait, Lune, c'est le premier conte que j'ai écrit. J'ai commencé à écrire des contes pendant ma thèse. Je faisais une thèse en système dynamique et en particulier en mécanique céleste. Et cette thèse avait toute une partie consacrée à la diffusion, vraiment la médiation mathématique. Et je voulais faire quelque chose pour les enfants. Et donc, l'idée, c'était d'adapter mon sujet de recherche. Alors là, c'était globalement la mécanique céleste. Je n'ai pas fait une thèse sur la Lune, mais voilà, et d'essayer de le transformer en un objet culturel, d'un objet de diffusion, de médiation mathématique à destination des enfants. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée à écrire un conte sur la Lune où j'essaye de raconter, de faire le lien entre comment une curiosité scientifique, des questions vraiment sur le monde qui nous entoure, peut amener à faire des choses qui sont vraiment de l'ordre des mathématiques. Donc voilà, donc je vais peut-être vous présenter rapidement ce conte qui est illustré. Là, je vous montre en même temps, qui est illustré par Élise Tamula et qui là, c'est de l'auto-édition, mais il va être réédité dans les prochains mois par les Tardigrades. Donc voilà. Et donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui est fille de berger et qui, toutes les nuits, tous les soirs, regarde le ciel. Et un jour, elle se demande ce qu'est la Lune. Et elle pose la question à son petit frère, à ses parents. Et elle reçoit des réponses de l'ordre symbolique. Alors, son petit frère lui dit que c'est pas un fromage pour les ours du ciel. Puis sa maman lui dit que c'est le symbole de la féminité. Son papa lui dit que c'est l'œil du dieu qui surveille les hommes et la guerre. Donc ça, c'est des réponses qui sont empruntées vraiment à différentes mythologies, notamment la mythologie grecque avec les 3 déesses de la Lune et la mythologie égyptienne.
Et puis cette petite fille, Lou, elle s'appelle Lou, ça lui convient pas comme réponse. Elle se rend bien compte que la lune, c'est pas un symbole, c'est une vraie chose. Et elle a des questions précises. D'où est-ce qu'elle vient, où est-ce qu'elle va, elle est grande comment, elle est loin comment. Et puis pourquoi elle change de forme tout le temps? Est-ce que c'est une boule? Est-ce que c'est une assiette? Est-ce que c'est un... Qu'on puisse voir ton livre. Ouais. Voilà. Merci. Voilà, désolée. Et donc voilà. Et donc elle décide de, en fait, comme elle n'a pas de réponse au sein de sa famille, de partir dans la montagne. Donc c'est vraiment un conte classique avec une quête, un conte initiatique avec un enfant qui part pour trouver des réponses. Et en fait, elle va rencontrer tout au long de sa quête dans la montagne différents animaux qui représentent différents rapports au savoir. Donc, on a déjà eu avec sa famille le rapport aux croyances, aux mythes, aux mythes, aux légendes, voire aux religions, enfin bref, aux croyances comme ça qui se transmettent. Et puis, elle va rencontrer un lapin d'abord. Alors, il n'y a pas d'illustration pour le lapin, mais qui a vraiment pas du tout la disponibilité d'esprit pour se poser ce genre de questions. C'est quoi la lune? Enfin, lui, il est en mode survie. Donc voilà, avec l'idée que la connaissance, parfois, c'est quelque chose qui peut sembler superflu parce qu'on a autre chose à faire, et donc il ne peut pas répondre à ces questions. Elle va rencontrer un hibou qui sait pas non plus, qui a un rapport très empirique à la connaissance, qui connaît les arbres de la montagne, les animaux, les vertus des plantes, etc. Mais la lune, c'est trop loin. Et puis, on va rencontrer un renard qui peut pas non plus lui répondre, même si c'est le sage, c'est un des grands sages de la montagne, parce que le renard, il a un rapport au monde qui est très intuitif, qui est basé sur le ressenti. Il ressent l'angoisse des hommes, la peur des animaux, il entend la respiration des arbres, etc. Et la lune, en fait, c'est complètement en dehors il comprend tout ce qui est vivant, et la lune, c'est pas ce qu'est la lune, il comprend pas ce qu'est la lune. Et puis finalement, le renard lui indique qu'il y a un vieil homme qui observe et qui réfléchit dans la montagne, et que comme personne ne pouvait répondre à ces questions, il a décidé de trouver les réponses tout seul en observant et en réfléchissant. Et Lou décide d'aller voir ce vieil homme, même si pour le coup c'est beaucoup plus loin. Et donc elle décide vraiment de ne pas retourner vers ses parents, qui pourtant l'attendent, mais d'aller trouver les réponses auprès de quelqu'un qui pourra visiblement lui fournir les réponses qu'elle souhaite. Donc elle arrive chez ce vieil homme. Voilà la chambre où elle se retrouve. Et puis le vieil homme ne répond pas à ses questions, il lui donne des outils pour répondre elle-même. Alors il prend une de ces questions qui est est-ce que la lune c'est une boule, une assiette ou un trou? Et donc il lui donne 3 objets et il lui dit tu vas réfléchir et tu vas me dire toi-même si tu penses que la lune est une boule, une assiette ou un trou. Et en fait elle se rend compte elle-même, au bout d'un moment, à force de manipuler les objets, que, en fait, une assiette, quand on la regarde bien en face, elle est bien ronde, mais dès qu'on la regarde un peu penchée, que ce soit d'une manière ou d'une autre, ce qu'on voit, c'est plus un rond, c'est une espèce d'ovale, et que ça ressemble pas du tout à la lune. Et que, un trou, c'est pareil. Quand on le regarde bien en face, c'est bien rond, mais dès que c'est un peu penché, c'est ovale, et ça ressemble pas du tout à la lune. Alors qu'une boule, quel que soit l'endroit, on peut la pencher, la tourner comme on veut, c'est toujours rond. Comme une lune à laquelle il ne manquerait pas de morceaux, parce que se rend bien compte que la lune, en fait, c'est toujours un rond moins un morceau. Et donc voilà, elle se rend compte qu'en fait, la lune, c'est une boule à laquelle il manque des morceaux, mais c'est certainement pas une assiette ou un trou. Et puis, du coup, elle répond une première fois à sa question, puis après, elle se demande pourquoi il lui manque des morceaux, et donc elle a l'idée de peindre la moitié de la lune en noir. Et là, quand elle fait ça, elle se rend compte que la partie blanche a toujours une forme de lune, parfois pleine, parfois à moitié pleine, parfois en croissant. Et donc, en fait, elle se rend compte que la forme de la lune, c'est exactement la forme de la partie blanche d'une sphère à moitié blanche, à moitié noire. Et la dernière question qu'elle se pose, c'est mais pourquoi la lune, c'est une boule à moitié blanche, à moitié noire? Et du coup,
le vieil homme l'aide à répondre à cette dernière question en lui proposant, en lui sortant une lampe, en lui disant d'attendre la nuit et en lui sortant une lampe pour qu'elle puisse vraiment faire l'expérience des phases de la Lune avec un éclairage qui représente le Soleil et puis cette boule qui représente la Lune et elle qui représente la Terre. Et donc elle voit la partie éclairée quand elle se met à tourner autour d'elle-même, avec la boule. Elle voit la partie éclairée qui prend toutes les formes que prend la Lune nuit après nuit. Et donc, elle n'a pas fini de répondre à ces questions, mais elle doit retourner chez elle. Et en fait, la fin, c'est qu'évidemment, elle n'aura jamais fini de répondre à ces questions, mais qu'elle va continuer d'observer le ciel en observant et en réfléchissant, et qu'un jour, peut-être, elle saura combien la Lune est grande et combien elle est loin. Et le vieil homme lui a donné un petit indice pour réfléchir à ça, c'est que peut-être les éclipses de Lune pourront l'aider à répondre à cette question. Donc voilà, ça c'est le conte. Et voilà. Et donc, ce conte, il invite à plusieurs choses. Il invite à certaines choses que j'ai déjà expérimentées en classe, et puis d'autres choses dont je pense que ça serait intéressant des voies qui seraient intéressantes à ouvrir, notamment. C'est un conte vraiment sur la nature de la connaissance et il y a vraiment des personnages qui ont différents rapports au savoir et à la connaissance. Et il y a vraiment le loup qui symbolise la curiosité scientifique, et donc le vieil homme qui représente vraiment le raisonnement rationnel, la connaissance scientifique. Mais il y a les autres personnages qui ont un autre rapport à la connaissance et qui, je pense, qui est intéressante à discuter, vraiment juste à débattre, à essayer de comprendre, à analyser comment les parents voient le monde, enfin pas forcément le monde, mais en tout cas sur cette question-là, qu'est-ce qu'ils apportent comme regard, cette espèce de réponse symbolique qui n'est pas sans valeur, enfin voilà, parce que les symboles, ça nous aide à mettre des mots sur des choses qui sont importantes pour nous, à construire un peu notre univers, etc. Donc c'est des choses qui ont de la valeur. Le lapin, pour le coup, il n'a pas beaucoup de réponses, mais il a quand même une posture qui se défend, qui existe, qui n'est pas indigne, de pas avoir du tout de temps, de disponibilité pour des questions abstraites, parce qu'il doit survivre. Et puis la chouette qui vraiment comprend ce qui est à portée d'elle, et puis il y a une espèce d'érudition, elle connaît tout sur ce qui l'entoure, elle connaît très bien son monde, mais elle n'a pas accès à ce qui est hors de la portée de ses sens, parce qu'elle n'a pas accès visiblement à l'abstraction, à la modélisation. Et puis voilà, le renard qui est vraiment sur l'intuition, le ressenti. Et pareil, ça c'est des choses qui ont de la valeur et qui ont une limite. Et ce qui est intéressant dans ce que j'ai essayé de mettre dans ce conte, c'est vraiment pour le coup, chaque personnage sait où s'arrête sa vision du monde, et les personnages prétendent pas, enfin personne ne donne de réponse vraiment fausse à Lou. Les gens disent je sais pas, moi je comprends ce qui est vivant, ce qui lutte et brille et veut, la Lune je comprends pas. Et donc voilà, et pourtant c'est tous des rapports au savoir, des manières d'appréhender le monde qui ont toutes de la valeur et dans certains et dans des domaines différents. Et voilà, donc ça c'est un truc que je pense, je dirais en ce moment particulièrement, je sais pas, peut-être en tout temps, il y a vraiment des manières de voir le monde qui sont souvent en conflit. Et voilà, et en fait, c'est pas une question de valeur intrinsèque, mais plutôt de domaine de compétences. Et typiquement, comprendre des choses géométriques sur la Lune, c'est plutôt de l'ordre de la pensée scientifique et en particulier mathématique que de l'ordre de l'intuition ou du ressenti. Et donc voilà, c'est intéressant je pense que c'est intéressant d'aborder avec les enfants. Notamment au niveau collège, je pense que c'est des questions qui peuvent commencer à être abordées, de vraiment la nature de la pensée scientifique et en quoi elle se différencie du reste, etc. Donc voilà, donc ça c'est une première chose, un premier gros bloc, une première grosse, enfin pas un bloc, mais une première chose que j'ai vraiment essayé de mettre dans ce conte. Voilà. Et puis sinon, c'est un conte qui est à la fois très simple sur vraiment des questions très naïves avec un déroulé qui est très classique.
et qui pourtant contient pas mal de mathématiques. La première chose qu'on peut faire vraiment d'un point de vue, sans parler vraiment, parce que voilà, là c'est toute cette partie sur la nature de la connaissance et des questions d'épistémologie, voilà, qu'on peut commencer à traiter justement sur un exemple d'un texte avec des enfants. Mais voilà, sinon il y a vraiment un contenu plus mathématique, enfin entre la physique et les mathématiques, mais qui est autour des phases de la Lune et de la forme de la Lune. Et ce qu'on peut faire avec les enfants après ce conte, c'est d'une part, et c'est intéressant de le faire, c'est de faire cette expérience. Donc en fait, il faut que, bon là c'est moi, hein, c'est pas un enfant, mais l'idée c'est que chaque enfant prend une boule blanche et il faut qu'il y ait une lumière qui représente le soleil, enfin, il faut que tout soit noir, il faut qu'il y ait une lumière qui soit bien dirigée, qui ait une direction et que le faisceau soit assez grande pour qu'on puisse tourner à l'intérieur du faisceau et que la boule soit toujours éclairée. Et ce qui est intéressant, c'est que si c'est noir, la partie sombre, elle est vraiment sombre. Elle n'est pas réfléchie par les murs blancs, etc. Et donc là, on voit vraiment les phases, les différentes formes de la Lune. Et il y a deux choses qui sont intéressantes. Premièrement, le fait que chaque enfant puisse être au centre de cette rotation, donc qu'ils prennent tour à tour chacun la boule dans la main et qu'ils l'observent. Et puis, une autre chose que j'aime bien faire, c'est demander alors ça c'est à partir, peut-être pas pour les plus petits, mais à partir du cycle 3, c'est tout à fait faisable, de demander, même un peu avant pour certains enfants, de demander aux enfants ce que moi je vois. Donc moi je fais l'expérience et alors de leur demander ce que je vois et puis d'essayer de leur faire analyser, interpréter la configuration. Donc là, par exemple, j'ai la lumière, donc le soleil est là. Je dis que mon nez, c'est lion. La lune est là. Donc moi, je tourne comme ça sur moi-même. La lune tourne comme ça autour de moi. Et alors là, qu'est-ce que je vois? Est-ce que c'est pleine lune? Est-ce que c'est demi-lune? Est-ce que pour moi, c'est le matin? Est-ce que c'est l'après-midi? Est-ce que c'est le soir? Donc je tourne sur moi-même. Je vois quand c'est le jour, quand c'est le coucher du soleil, quand c'est la nuit. Et puis la lune, ici, elle est... Enfin voilà. Et donc on voit un petit peu pourquoi, notamment, parfois la lune, on la voit le jour, quand c'est vers nouvelle lune. Et des lunes qui sont assez pas trop grandes, et puis quand c'est pleine lune on la voit toujours la nuit, et donc voilà. Et donc c'est intéressant, c'est intéressant aussi de décentrer le regard et de proposer aux enfants d'interpréter quelque chose quand ils sont pas eux-mêmes au centre, de dire qu'est-ce que moi je vois. Vous pouvez pas le voir parce que vous n'êtes pas au centre, mais moi qu'est-ce que je vois. Donc voilà. Ensuite il y a vraiment la question de la modélisation géométrique de la lune, c'est-à-dire que le fait de remplacer la lune par une boule à moitié blanche, à moitié noire, à la fois c'est une grosse simplification et à la fois ça nous permet de comprendre plus précisément les choses. Et donc voilà, la lune, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, du mois, de l'année, la lune est toujours dans l'espace, elle est toujours éclairée par le soleil, sauf quand il y a une éclipse de terre et l'éclipse de lune. Et donc, du coup, c'est toujours, l'ombre est jamais si nette, mais c'est toujours, pardon, le soleil est là, une boule à moitié blanche, à moitié noire. Et donc, la forme de la Lune, on n'est plus obligé de penser vraiment à la Lune. La forme de la Lune, c'est juste quelle forme a la partie blanche d'une boule à moitié blanche, à moitié noire. Elle a cette forme-là. Ça, c'est vraiment... Alors, en plus, il y a encore un passage 2D, c'est que voilà, nous, ça, c'est un objet tridimensionnel, et nous, on envoie une projection. Et donc, c'est à la fois ce qu'on voit, ce qu'on dessine. Et c'est une question intéressante déjà de comprendre, de nommer, de décrire quelle est cette forme. Cette forme, c'est donc une boule. Mais une boule, quand on voit une boule, nous, on voit le contour de la boule, c'est toujours un cercle. Okay, quelle que soit je vais reprendre une boule comme ça. Quelle que soit la manière dont j'oriente la boule, ce qu'on voit, c'est toujours un cercle, un disque. Mais là aussi, je regarde le contour, c'est toujours un cercle. Et alors, on sait que c'est une boule parce qu'il y a des ombres, etc. Mais si on regarde juste la forme, ce qu'on voit, c'est un disque. Avec le contour, c'est un cercle. Mais une boule à moitié blanche, à moitié noire, c'est le contour de la partie blanche. C'est une partie du cercle qui fait le contour apparent de la boule, et une partie
de l'équateur. Et donc ce truc-là, ça, la frontière entre la partie blanche et la partie noire, c'est un cercle, c'est un vrai cercle. Donc c'est pas voilà, cet équateur, cette frontière, c'est un cercle. Et un cercle, quand on le voit en perspective, donc là je prends un disque, bon, on imagine un cercle, hein. J'aurais dû préparer un anneau, mais j'ai pas d'anneau sous la main, c'est pas grave. Et ben si on le regarde bien en face, on voit bien un cercle, mais si on le regarde de manière un peu penchée, on voit en fait une ellipse. Et donc du coup, ce qu'on voit ici, le bord de la Lune, c'est la moitié d'un cercle qu'on voit en perspective. Donc c'est la moitié d'une ellipse. Donc ce n'est pas une ellipse, mais une ellipse, c'est un cercle vu en perspective. Donc à la fois ce qu'on voit et ce qu'on dessine, c'est la moitié d'une ellipse. Donc en fait, pour dessiner une lune, c'est assez simple. Il vaut mieux faire les deux parties. On dessine un cercle, on dessine une ellipse dans le cercle, de la manière qu'on voit, quoi. Et qu'il faut qu'elle ait le même centre et qu'elle ait le même grand axe, on va dire. Et ensuite, vous coloriez une des deux parties de l'ellipse en noir et vous laissez l'autre blanche, et vous coloriez ou non l'ellipse centrale en noir ou blanc. Voilà, vous coloriez, vous avez toutes les possibilités entre colorier la partie de droite ou de gauche en noir avec ou non l'ellipse centrale, et toutes ces configurations-là vous donnent des phases de la Lune. Et donc du coup, voilà, je pense qu'il y a plein ça peut être décliné selon les niveaux en des activités vraiment géométriques à la fin, c'est assez riche parce qu'à la fois, c'est de la modélisation, passer de la Lune à la boule, puis de la projection, passer d'une boule 3D à ce qu'on voit, c'est-à-dire une forme 2D, et puis ensuite du dessin, de la description, etc. Une autre chose que je fais, une autre activité qu'on peut faire avec les plus petits, parce que là, vraiment, le fait d'être capable d'interpréter, de comprendre cette figure, c'est pas évident. C'est tout simplement d'ordonner les phases de la Lune, et voilà, et de vraiment faire. J'ai perdu. Je voulais vous montrer un truc. Voilà. Donc ça peut être d'ordonner, éventuellement de l'ordonner dans un petit, sur un objet, par exemple là c'est un petit livret type Laporello où on a toutes les phases de la Lune, et donc le fait d'ordonner pour les enfants, d'orienter correctement ces images et de les ordonner correctement, c'est quelque chose de pas du tout évident. Et pour revenir à la modélisation, ça peut être aussi intéressant d'apparier ensemble des images qui sont purement géométriques avec des vraies photos. Donc là je vous ai mis les deux. Et le fait de se rendre compte que quel est le lien entre l'image et la photo, il y a eu de la perte, notamment de la perte d'informations sur le relief, etc. Il y a eu des approximations, dans le sens où la Lune peut-être est pas parfaitement ronde, et puis de toute façon la frontière entre le blanc et le noir n'est pas aussi précise. Et donc voilà, mais cette approximation, cette simplification, cette modélisation nous permet de mettre des mots mathématiques et de bien comprendre ce qui se passe pour la Lune et pourquoi ça a ces formes-là, elle a cette forme-là, etc. Et notamment, une chose qui est intéressante, une fois qu'on a fait ce travail, c'est de regarder avec un œil critique, pas une critique esthétique, mais une critique mathématique, les innombrables représentations de la Lune qu'on trouve partout, dans les livres pour enfants ou partout. Et en fait, la Lune n'est jamais bien représentée. Alors parfois, c'est vraiment très stylisé. On a des lunes qui sont très courbées, comme ça, très recourbées. Mais souvent, et visiblement sans que ça soit exprès, la Lune, elle est représentée comme un cercle dans lequel on a creusé un autre cercle, donc comme deux arcs de cercle, un arc de cercle comme ça et puis un arc de cercle comme ça. On n'a pas le demi-cercle et la demi-ellipse. On a souvent un arc de cercle qui est plus grand qu'un demi-cercle, et puis un arc de cercle qui est plus petit qu'un demi-cercle pour compléter. Et voilà, et ça peut être intéressant d'essayer d'analyser mathématiquement
ces dessins de la Lune, ces dessins qui sont mathématiquement faux, et de dire, bah voilà, et parfois il y a des dessins qui sont tellement loin de la Lune est tellement comme un personnage, etc., qu'il n'y a pas de question de description mathématique, mais parfois on peut le faire. Et puis la dernière chose, ça va bientôt être l'heure pour moi d'arrêter, c'est que ce qui est intéressant, c'est aussi d'apprendre à la dessiner, la Lune. Alors, pour les vraiment plus grands, il y a toujours la possibilité d'apprendre à faire le dessin de l'ellipse du jardinier, où on met deux épingles au foyer, et puis une corde qui entoure ces deux épingles, et on dessine on prend un crayon comme ça, et il doit rester toujours, il doit tendre le triangle de corde, et du coup, ça nous fait des ellipses qui sont dessinées à la main. Alors là, par exemple, c'est un calendrier que j'ai fait moi, avec des ellipses qui sont toutes tracées à la main avec ce procédé. Donc ça, c'est pour les plus grands. Et sinon, en fait, ça peut être aussi intéressant de se donner des points de repère, même si on ne trace pas une ellipse du jardinier avec les foyers, etc., de se dire, pour faire une lune, il faut commencer par faire un cercle. On trace 2 diamètres perpendiculaires, et puis on trace les tangentes horizontales en haut et en bas, et on trace une tangente verticale où on veut. Il faut qu'elle soit verticale. Et ensuite, pour faire une demi-ellipse, on doit faire un espèce de demi-ovale qui est symétrique, qui est pareil sur la partie supérieure et la partie inférieure, et qui est tangent, donc qui part en haut dans la même direction. Il part pas, il n'y a pas d'angle, il n'a pas le droit de partir vers le bas, même si c'est pour un temps très court, il doit partir dans la direction horizontale. Quand il traverse le diamètre horizontal, il doit être vertical. Et quand il arrive, il doit être horizontal. Et si on fait ça, et si en plus on fait bien quelque chose qui est pareil, identique sur les 2 parties, symétriques, on a bien quelque chose qui est grosso modo une demi-ellipse, on ne s'est pas trop trompé. Et voilà, et après, il n'y a plus qu'à colorier une des 2 parties en noir, soit la partie de droite et vous avez une lune gibbeuse, assez plus que demi-lune, soit la partie de gauche et vous avez un croissant de lune. Et donc voilà, donc tout ça, c'est des activités qui permettent de lier la partie, la physique, la curiosité scientifique avec la modélisation, avec la géométrie, et puis vraiment faire manipuler en 2D, en 3D, faire nommer. Voilà, donc c'est tout je pense que de toute façon, l'astronomie, c'est quelque chose qui est un grand réservoir d'activités intéressantes pour les élèves d'à peu près tout niveau. Mais voilà, autour de la Lune, comme c'est vraiment un objet que les enfants connaissent bien et qu'ils voient tout le temps et qu'on peut observer, et voilà, on peut encore faire beaucoup de choses. Mais voilà, donc du coup, ce conte est pensé comme un espèce de support, une porte d'entrée pour toutes ces questions, parce qu'elles y sont présentées brièvement. Évidemment, c'est pas en lisant une fois le conte qu'on va comprendre tout ça, mais tout ce que je vous ai présenté là, y est un peu d'une manière ou d'une autre. Et donc voilà, c'est un point d'entrée, un point d'accroche pour parler un peu de tout ça. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue, j'espère que j'étais claire. Et puis, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Marie. Très clair et à nouveau très riche, comme d'habitude. Donc, oui, beaucoup de personnes qui font des retours. Hein. Je pense que tu vas déjà... Il y a Caroline Cambier qui dit que c'est prévu de te faire venir dans son établissement. Oui, il faut que je réponde d'ailleurs. Voilà. Et donc, on parle des interventions de Christian sur l'ellipse. Alors, je vais essayer de relire rapidement. On a quelques minutes, mais pas trop parce qu'on va être un petit peu en retard par rapport aux 2 autres interventions. Alors, rapidement, je lis rapidement Serge. Pour prendre 2 photos de la Lune, pour les mettre à côté, la voir en 3D en louchant, il faut prendre les photos de la Lune au lever et au coucher de lune, ou forcément à des saisons différentes. C'est une question pour moi ?
Ou c'est une information? Question, ouais, il y a quand même un point d'interrogation. Je ne sais pas si c'est une question pour toi. Et après, c'est quand on dessine l'axe de l'ellipse verticale, cela signifie qu'on est au pôle Nord, point d'interrogation. Et quand on la dessine horizontale, qu'on est sur l'équateur. Alors après, sur votre site web, il y a des jolis comptes rendus de conférences dessinées. Je pense que y aura-t-il une suite de ce joli travail? Je ne sais pas si ça te concerne. Tu as fait des conférences dessinées de votre côté? Mais c'est ça, c'est fini. C'était à l'époque où j'étais étudiante. Ouais, j'étais étudiante à Lyonnais. On a organisé un séminaire qui avait lieu toutes les semaines. Et toutes les semaines, je faisais le compte-rendu de l'exposé. Mais je n'organise plus ce séminaire. Et donc, c'est un travail que j'ai arrêté. Léodore, je pense. Il en fait là, non? C'est pas Léodore qui reprend ça? Les séminaires? Ah si. Léo, il reprend le séminaire. Ouais. Et il y a quelqu'un, alors je sais plus son nom, je sais pas qui c'est en fait, qui reprend aussi les notes manuscrites. Ah, génial. Voilà. Okay. Donc oui, bien sûr, le séminaire. Alors pour les photos, je ne sais pas. Je me suis jamais demandé comment voir la Lune en 3D avec 2 photos. Je comprends pas très bien cette question. Et par contre, pour l'axe, c'est pas du tout, c'est pas si évident que ça. Enfin, a priori, la Lune, si on imaginait qu'elle tournait bien dans le plan de l'écliptique et que la Terre n'était pas, avait un axe de rotation qui n'était pas incliné, et ben, on verrait toujours la Lune avec un axe vertical. Et du coup, le fait que la rotation, la Terre ait un axe de rotation incliné de 23 degrés, j'imagine que ça doit jouer dans la perception. Voilà, l'horizon, du coup, est penché par rapport à la perpendiculaire à l'axe de l'écliptique, et on peut imaginer que enfin voilà, ça doit pas être horizontal. Il n'y a pas de raison que ça soit horizontal. Par contre, ça peut ne pas être tout le temps vertical. Ça serait parfaitement vertical si la Lune était toujours dans le plan de l'écliptique, si l'axe de la Terre était perpendiculaire au plan de l'écliptique, et l'axe de la Lune aussi, l'axe de rotation de la Lune. Tout ça bouge un petit peu. L'axe de la Terre, il est carrément 23 degrés. L'axe de la Lune, je ne sais pas, par rapport au plan de l'écliptique. Et puis, la Terre et la Lune ne sont pas parfaitement dans le plan de... Enfin, la Lune n'est pas toujours parfaitement dans le plan de l'écliptique. Le plan de l'écliptique, c'est le plan de la rotation relative du Soleil par rapport à la Terre, ou de la rotation de la Terre par rapport au Soleil. Donc voilà, donc tout ça bouge un peu. Donc si on bouge, si on a ça peut peut-être se compenser pour tourner un peu pas mal la Lune et avoir un axe apparent de la Lune qui est pas mal penché, mais je pense pas que, voilà, d'une part, je sais pas s'il arrive jusqu'à l'horizontale, et en tout cas, je pense pas que ce soit aussi simple qu'à l'équateur, il est vertical, et au pôle, il est horizontal. Et je pense que c'est une vraie question compliquée pour le coup. L'orientation de l'axe de la Lune, ça peut se calculer, mais ça prend en compte toutes ces données-là, et je pense que c'est quelque chose de pas évident. Je te remercie. Je te remercie Marie. N'hésitez pas de la contacter si vous voulez la faire venir, découvrir ses comptes, travailler avec elle. Oui. J'ai pas dit. Lune, c'est un des comptes pour l'instant. On verra si ça perdure avec la nouvelle édition. J'espère que oui, je suis pas sûre. Mais en tout cas, pour l'instant, le texte est accessible en ligne sur mon compte, donc vous pouvez aller lire le texte et voilà, et vous raconter l'histoire à vos élèves. Et il y a les illustrations aussi en ligne. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder. Allez regarder voilà. N'hésitez pas de découvrir le texte, le site que je vous ai mis tout à l'heure sur le chat, et n'hésitez pas de contacter Marie Lucet si vous voulez la faire venir dans vos classes pour faire découvrir les mathématiques à travers les contes. Je te remercie Marie. Merci à toi pour l'invitation, merci beaucoup, et puis bonne journée à tous.